Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode de la première saison de Quand c'est l'été. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien. C'est incroyable. 10e épisode, hein, quand on se dit que c'était un... Je me rappelle de notre appel au mois de mars, quand on s'est dit hey, tu t'attends de faire un podcast? Ben oui, on embarque. Déjà 10 Bien, épisodes. premièrement, quand on s'est jasé en mars, on pensait peut-être pas être aussi longtemps à l'écart de notre milieu de travail pour préparer Exact. l'été. Ouais, exact. Ça a fait super spécial. On est quand même à une saison d'été post-COVID depuis la première discussion qu'on a eue pour faire le podcast. Puis ça en est tellement passé des choses depuis. Mais aujourd'hui, par exemple, on va un peu le dire à la fin de l'épisode, mais on va terminer la saison 1 avec, ma foi, deux invités légendaires dans le monde des camps. Puis je pense que même le mot légendaire, là, j'ai même pas peur de l'utiliser dans ce contexte-ci. Exact, exact. Puis aussi, je pense qu'on voulait prendre, on s'en est parlé tantôt aussi, on voulait prendre un moment peut-être aussi pour souligner l'incroyable travail qui a été fait par tout le monde là, cet été. Là. Par tous les acteurs du monde des camps. Je pense que ça va, on commence à le voir, les gens commencent à en parler aussi, mais à quel point le milieu des camps a été un milieu important dans le contexte de la COVID cet été, autant pour les parents que pour les enfants. Là. Parce que honnêtement, puis ça, tu l'as si bien dit, Guillaume, récemment, si vous connaissez des gens qui, Ouais. c'est leur carrière de travailler dans les camps, mais honnêtement, si cet été, ils étaient dans le feu de l'action, qui ont ouvert ou non, ces gens-là sont des héros. Honnêtement, allez les voir, allez les remercier de ce qu'ils ont fait pour la communauté en tant que telle, s'occuper d'enfants dans le contexte de la COVID. C'était un défi de taille, mais c'est un défi qui était réalisable par des gens aussi passionnés que comme les deux personnes qu'on va accueillir aujourd'hui dans le podcast. Exact. Donc aujourd'hui, on a deux personnes. On a Yannick Godin qui est actuellement directeur général du Centre de plein air L'Estacade. Et on a aussi François Vézina, ancien directeur général du camp Keno, ancien directeur aussi du camp de vacances. Les deux ont au-dessus de 35 ans dans les camps. On compte les années campeurs, mais quand même, c'est quand même une longue aventure qu'ils ont dans le monde des camps. Puis on voulait les avoir aujourd'hui pour parler, avoir leur opinion sur plein de sujets aussi. C'est des gens qui ont vécu... ils ont vu, nous, on peut dire qu'on a vu peut-être les camps grandir dans les 5 dernières années, mais eux, ils ont vu avant les années 2000, donc ils ont une vision à long terme de comment les camps ont évolué, puis on trouvait ça intéressant de partager ça avec vous. Effectivement. Alors, on va tout simplement les attendre pour l'instant. Puis, chose très intéressante aussi, Yannick Godin, cet été, à l'Estacade, ils ont eu un été en version COVID. Puis, du côté quand même du groupe Keno, là, on a ouvert les camps de jour cette année. Donc, on va certainement parler de ça. Mais comme on vous l'a dit aujourd'hui, on ne fait pas un épisode nécessairement juste sur la COVID. Là. Notre but, c'est de mettre en valeur des gens qui ont eu des très bons parcours dans les camps. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Ça va bien, ça va bien? très bien. Super. Parfait. Excellent. Parfait. Écoutez, on vous a présenté un petit peu là, en intro là, qui vous étiez, puis la durée de vos carrières dans les camps. Puis en fait, comme première question, ce que j'avais envie de vous demander, là, comment, mettons que vous seriez dans un resto là, où vous rencontrez un ami de longue date, puis cet ami-là vous demande qu'est-ce que vous avez fait des dernières années de votre vie, là, puis comment vous résumeriez votre implication puis votre travail des dernières années à quelqu'un qui n'a pas eu de vos nouvelles pendant des années? Vas-y, François. Vas-y, Yannick. En fait, la première chose que je dirais, c'est que je me suis amusé. Écoute, je fais ce que j'aime le plus depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé dans les camps à 5 ans, je suis encore là. Donc, je continue à entretenir la flamme. Je travaille sur de nombreux projets, puis je pense que c'est ça qui nous fait avancer, puis tout le temps trouver un nouveau projet qui nous mène à un autre endroit. Donc, Moi, je dirais, pour savoir que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Tu seras dans les camps de vacances, tu es en vacances, tu sais, les fameux clichés. Ouais. J'aurais tendance à dire, non, je dirais sérieusement, j'ai été dans l'éducation. Depuis que j'étais moniteur. Mes premières armes dans les camps comme employé jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait de l'éducation de 5 à 25 ans dans cette tranche d'âge-là.
Puis après ça, c'est d'autres choses, là. C'est ça Ouais, qu'on ouais. côtoie, c'est des collègues et tout ça. Mais c'est ça. Puis par le plein air, là, les gens me poseraient, oui, mais l'éducation, tu étais prof? Non. J'étais dans les camps. Les camps, ah oui, bon, on part avec ça. C'est tellement une belle école, la nature. Là. Je veux dire, comme si tout le monde avait à voir la nature comme tu la voyais, je suis convaincu que les gens verraient des écoles partout. Mais, Ben, il y en a qui voient ça, effectivement, cette capacité-là qu'a l'environnement. Et moi, ce que je crois, puis je l'ai toujours cru, peut-être plus en fin de carrière, on finit par consolider notre propre réflexion. La nature, elle sera toujours là, à moins qu'on la scrape. Si on la scrape, on sera nous autres même plus là. Ça, c'est une autre histoire. Mais cette nature-là, elle était là il y a 1000 ans et antérieurement, et puis elle sera là encore dans 1000 ans. Donc, c'est une source, c'est une inspiration au calme, ce que j'appelle à la zénitude par rapport à ce qu'on a comme vie stressée, là, surtout ces temps-ci avec la COVID. Tout le monde pogne les nerfs avec ça. Peut-être moins pire aujourd'hui, mais bon, on vit des moments stressants dans nos vies, collectivement. Et je pense que la nature sert. Puis si la nature a autant d'intérêt, plus qu'il y a 20 ans, je trouve, c'est parce que les gens en ont besoin. Et les enfants aussi. Mm. Et d'ailleurs, on a eu des commentaires là-dessus cet été, des enfants qui étaient un peu cloîtrés à la maison depuis longtemps, Ah, qui sont bon, débarqués au camp et qui ont justement pu profiter de la nature. Puis il y a des parents qui sont venus voir et disent on en avait grandement besoin, les enfants aussi. Donc, je pense que c'est bénéfique pour toutes. Là. non, c'est certain. Ce que je voulais dire, Yannick, en fait, c'est que ça m'a frappé que la première chose que tu as dit, ça soit la première chose que j'ai remarqué de toi lorsque je t'ai rencontré. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à fréquenter le congrès, ben, veux pas, moi, mon carcan de directeur général, c'était quand même des personnes un petit peu plus, comment je pourrais dire, euh, que je voyais cartésienne. Quand je t'ai vu, là, je me suis dit, aïe, aïe, ce gars-là, il a tellement du fun dans la vie, là, ça paraît. Là. Quand tu nous as animé un jeu télévisé, là, j'étais comme, aïe, aïe, pour vrai, si un jour je suis directeur de camp, je veux que ça soit plus dans ce carcan-là, justement, quelqu'un qui a du plaisir. Puis quand tu as du plaisir dans la vie, c'est tellement plus facile que les autres autour de toi en aient. Là. Mais je trouve ça cool que ça soit la première affaire que tu as dit. Mais si tu veux une petite histoire personnelle, lorsque mon directeur général, qui était là jusqu'au début de l'estacade, depuis plus de 30 ans, bon, on savait qu'il s'en allait. Il y a des gens qui spéculaient, bien sûr, que c'est moi qui allais prendre sa place, mais il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, il aime trop s'amuser pour être directeur général, il va s'ennuyer. Je disais non, on va trouver le moyen de s'amuser. Il va s'ennuyer, c'est ça qu'ils t'ont dit? Oui! Quand même, s'ennuyer, s'il y a bien un milieu auquel on ne s'ennuie pas, avec une personnalité comme la tienne, un peu euphorique de temps en temps, on va dire non, tu ne dois pas t'ennuyer. Non. Je suis convaincu qu'il n'y a personne ici qui s'ennuie. Non. Puis c'était pas le but de l'épisode de faire l'analyse des premières rencontres avec Yannick, là, mais moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu Yannick, c'était dans un congrès où il avait invité Michael Brandwein. Ouais. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde des camps et qui est quand même reconnu, je pense. Là. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que Yannick, quand tu étais sorti de l'atelier, je me rappelle plus avec qui tu étais. Tu étais avec, je pense que c'est Sabrina, mais tu, pas négativement, mais tu réfléchissais puis tu challengeais l'atelier que tu venais d'avoir. C'est au lieu de le prendre comme du cash puis dire c'est Michael Brandwein, amen. Tu challengeais, je me rappelle, j'étais chantant de toi, puis on descendait un escalier, puis tu challengeais tout ce qu'il avait dit, puis tu réfléchissais, tu étais allumé. Fait que tu vois, tu sais, oui, il y a le gars qui a du plaisir, mais il y a aussi le gars, puis je pense que ça prend ça pour faire la longévité que vous avez faite, qui réfléchit tout le temps, qui pousse la moindre expérience. Tu sais, François, tu as un bon exemple aussi sur l'expérience camp, là, tu l'as poussé à fond, puis tu as poussé tes réflexions là-dessus, mais c'était mon premier contact avec Yannick Godin. Oui, Yannick, non, c'est pas son premier challenge. Puis, est-ce que vous vous rappelez, au tout début, à quel moment vous avez eu le déclic? Est-ce que c'était campeur, moniteur? À quel moment vous vous êtes dit, pas nécessairement je vais faire 36 ans, là, mais à quel moment vous vous êtes dit, OK, là, je suis encore là pour une couple d'années, ce projet-là, cet emploi-là m'intéresse? Ben, si je peux y aller, Yannick, moi, c'est allé très progressivement, mais c'est assurément pas campeur. Campeur, j'ai détesté les camps. J'étais le petit gars qui broyait, là.
le petit gars qui voulait retourner à la maison. Puis, non, j'aimais vraiment pas ça. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose à l'adolescence qui s'est passé, mais à la fin de l'adolescence, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un qui était dans un camp, puis il m'avait demandé d'être son aide de camp. Puis j'étais un petit gars à tout faire, là. Mais je me suis plu, un, dans la nature, puis deux, avec les gens. Parce que j'avais beaucoup de difficultés quand j'étais jeune, là, vous m'auriez pas. Si vous m'aviez vu, oui, moi-même, je ne me reconnais pas. Non, j'étais l'inverse de Yannick, là. Extrêmement réservé, timide, peur des gens. Donc, bon, c'est un grand mot, là, mais. Pas l'approche facile nécessairement. Oh non, non, non. Puis c'est le monde des camps qui m'ont débloqué quand j'ai commencé à y travailler parce que les gens ont découvert probablement chez moi des choses que j'ignorais, puis ils m'ont fait confiance. Puis ça m'a amené à apprécier ce milieu-là et être bien dans ce milieu-là. Puis après ça, ben, j'ai connu ma blonde dans un camp, là, puis ça, Ouais. ça a continué de même. C'est encore le même aujourd'hui. Ben, moi, de mon côté, j'ai eu une maternelle qui n'était pas facile, beaucoup de problèmes, d'élocution, pas confiance en moi du tout. Ah ouais. Mon père et ma mère ont dit, bon, on va l'envoyer dans un camp, on ne sait pas ce que ça va donner, et ça a changé ma vie. Ah, wow! Donc, j'ai pris confiance vraiment dans les camps, puis si je peux me permettre, à l'âge de 9 ans, moi, je tripais, j'étais comme un aide animateur déjà. Il y a un animateur qui m'a dit, il dit, écoute, tu parles d'un projet de soirée, de casino, de soirée dansante. Il dit, c'est toi qui vas l'organiser. Tu vas venir à la réunion des animateurs. C'est toi qui vas poser ton projet, qui va le préparer, puis tu vas l'animer. Fait que, imaginez-vous que pendant une semaine, j'ai fait que ça, j'ai pensé à ça, j'ai rêvé à ça. Puis je l'ai fait, puis après ça, je l'ai regardé, cet animateur-là. J'ai dit, probablement que tu as changé ma vie. Un jour, je vais faire comme toi. Et Wow. c'est ce que ça a donné. Ça t'a boosté, hein? Exact. Ah oui, je comprends. Cette histoire-là, c'est pas la première fois que je l'entends. Puis honnêtement, là, à chaque fois que tu la comptes, tu as tout le temps cette émotion-là. Là. C'est le fun d'entendre des histoires comme ça. Puis c'est le fun aussi de t'entendre, François, de comme savoir que ça se peut que tu détestes les camps quand tu es enfant, puis ça se peut que tu en fasses ta carrière, puis même ta passion. Là. Parce que moi, honnêtement, je commençais à perdre un peu espoir parce que tous les gens qu'on reçoit, ils aimaient ça, les camps, quand ils étaient jeunes. Puis moi, Ah je non. c'était vraiment, vraiment. Ah, ben écoute, c'est peut-être ton Ouais. prénom. Ouais, c'est ça. Non, je détestais ça. J'ai fait une grosse semaine et demie dans un camp. J'ai fait un gros 2 mois hein, en commençant. Hey! Mes My parents God! divorçaient, puis envoyés au camp. Puis, écoute, moi, j'ai 62 ans, là. Fait que ça remonte à il y a 50 ans, tu sais, même plus que ça, 52 ans. J'avais 10 ans. Quand même. C'était c'est une autre génération, voilà. Là. Mais c'était culturellement, c'était dans les habitudes que certains enfants aillent longtemps au camp, Mm. ou bien aillent pensionnaires aussi, ce que j'ai été. Là. Moi, en tout cas, ça a été la catastrophe. Mais c'est après là, que ça a décliqué, puis tant mieux. Fait que les Puis, enfants qui s'ennuient, là, je les comprends. mais moi, ça me rappelle l'histoire que Guillaume et Yannick ont certainement vu en même temps que moi. Quand tu avais présenté justement un peu la situation avec ta fille Oui, au congrès, je veux dire, ça sentait vraiment la vérité. C'était un peu ça, dans le sens que toi, tu aimais déjà beaucoup les camps, parce que là, on s'entend, tu n'étais pas un enfant. Puis elle, de ton côté, c'est elle qui te demandait d'aller au camp. oh oui, ça c'était. C'est beau de voir ça au fil des ans. Là, bon, je vais parler comme un père, là. Mais c'est ça. Je suis un père d'enfants et grand-père aussi, mais c'est beau de voir évoluer nos enfants, puis à quelque part qu'ils réussissent à. Puis c'est pas un objectif, là, mais à quelque part de nous dépasser à certaines étapes de vie. Puis surtout ma fille qui est très proche de ce que je crois et je vis. Puis j'ai eu un privilège là, tout récemment. Je suis parti en expé. J'ai fait Québec-Natashquan en vélo avec sa coche, le patente, mais avec ma fille. C'est assez exceptionnel qu'à 28 ans, je puisse bénéficier d'elle encore, puis partir en expé avec elle. Mhm. Il y a des rapprochements comme ça qui sont beaux, puis qui sont inspirants en même temps, comme vous l'êtes aussi. Fait que, mon entourage a toujours été inspirant. C'est ce qui m'a guidé.
Yannick, je pense que toi aussi, si on rentre dans l'aspect famille, tes enfants, est-ce qu'ils l'ont vécu ils l'ont-tu vécu au moins un an à l'estacade ou pas encore? Oui, en fait, mes deux garçons l'ont vécu il y a 2 ans. Le premier camp de vacances, une semaine partie. Ils ont tripé. Et ce qui était bien le fun, c'est que nous, on est 4 couples qui se sont rencontrés au camp en même temps que moi. Blonde, notre chum, ils ont 3 enfants. Donc, tous les enfants étaient en même temps dans le Ah, même Wow. groupe. Donc, Ah, imaginez ouais. le plaisir. Imaginez Wow. le plaisir. Et cette année, ben, c'est le camp de jour. Ils profitent du camp de Ouais. jour, donc il n'y a pas de camp de vacances. Écoute, ils ont manqué 2 semaines de camp de jour cet été. Et là, les animateurs, ils ont parlé d'une thématique quand ils n'étaient pas là. Puis ils m'ont regardé en voulant dire, mais comment ça qu'on a manqué une semaine de camp? On pensait qu'il y avait. Ben oui, on avait des vacances en famille, mais c'est pas grave. Mais c'est le fun qu'ils s'entendent bien, ces enfants-là. Ben oui, ils s'entendent bien, mais là, ils se chicanent pour savoir qui va être le chef de camp, si ça va être le plus vieux ou le plus jeune. Ah, ben oui. c'est incroyable, c'est incroyable. Puis François, t'en as parlé un peu, là, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis peut-être aussi Garnett, là. Dans le monde des camps aussi, je pense que c'est un truc que moi, je me suis rendu compte plus tard, après avoir été directeur adjoint d'un camp de vacances à la 3e année, je trouve qu'il y a un privilège unique de voir les gens avec qui tu travailles grandir. Tu sais, on parle beaucoup du contact humain là, dans les camps, mais c'est rare. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres cadres professionnels où, c'est sûr, là, tu vas voir évoluer tes employés au niveau de leur capacité, tout ça, mais dans le monde des camps, c'est au complet, là, c'est l'aspect humain au complet d'une personne que tu vas voir évoluer d'une année à l'autre parce que tu n'as pas le choix de connaître ton staff, tu sais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tu sais les projets qu'ils ont. Puis d'une année à l'autre, tu sais, sur 2-3 ans, autant tu les vois s'épanouir à cause du milieu des camps, mais tu les vois aussi grandir dans leur vie en général. Puis tu sais, je pense que c'est un privilège immense qu'on a dans notre milieu qu'on n'a pas nécessairement ailleurs. Ben, clairement, s'il y a une autre raison que les enfants, pourquoi je suis encore dans les camps, c'est à cause de ça. Moi, l'humain est très important. Et de voir grandir non seulement des campeurs, mais des animateurs, je les vois changer, je les vois évoluer. Je compte toujours la même histoire. J'ai mon petit gars de génie mécanique qui se présente au camp parce que sa mère a envoyé son CV. Puis finalement, après l'été, il veut devenir professeur au primaire. Bon, son père n'était pas content, il vient de perdre 100 000 et ça relève. Oh, wow! Mais il est heureux aujourd'hui. Exact. Tu sais, c'est ça, l'humain qui évolue tellement rapidement, c'est effectivement une des causes pourquoi je suis là dans les camps encore aujourd'hui. C'est la même chose pour moi. Je disais d'entrée de jeu que pour moi, j'ai fait de l'éducation. Si je le prétends comme ça aujourd'hui, je ne le disais pas il y a 20 ans, parce que j'étais plus jeune et tout ça, même à 40 ans. Bon, vous êtes loin de ça, les gars, encore, là, mais à 50, 60, tu regardes ça puis tu te dis, ben, l'éducation, c'est quoi? C'est une influence positive dans le développement d'une personne. Pour moi, ce n'est pas de l'instruction que j'ai faite comme l'école, mais malgré qu'à l'école, on peut faire de l'éducation, mais c'est de l'éducation au sens pur, pour lequel on voit justement, comme Yannick disait, évoluer les gens, on les voit grandir, on les voit s'épanouir au point où ils développent une confiance qui va les mener loin dans la vie. Moi, c'est ça que j'espère toujours voir se développer chez les gens, c'est cette capacité-là à se faire confiance. Et c'est probablement plus naturel aujourd'hui, je le constate, qu'il y a 30 ou 40 ans, pour différentes raisons d'éducation, puis de milieu de vie, de société. Mais on en rencontre toujours des jeunes qui ont des blocages ou qui ont des problèmes d'intégration, qui ont des problèmes, quand je parle des jeunes, je pense des jeunes adultes, même les ados. Les ados, ça je les adore, eux autres. C'est eux autres qui vont venir les prochains employés. Puis tu les vois évoluer, puis que, à un moment donné, t'es pognes à faire une niaiserie, puis, hé, maudit, tu dis, viens, cette truc-là, ça, j'aime tellement ça. Tu dis, ben là, je vais être en train de marquer le coup, si je fais bien ça, ça va porter. Je ne fais pas le moralisateur, bien évidemment, mais j'essaie d'influencer en étant proche des jeunes, même quand j'étais là encore à 60 ans, d'avoir cette aura-là qui m'ont resté connecté avec les jeunes et qui pouvait donner un sens à des choses, alors que parfois, dans la vingtaine, début vingtaine, on fait des choses qui n'ont pas de sens, ce qui est normal.
Ouais, Ça prend du monde teste. qui les ramène. Eh oui, On on fait des teste. expériences, c'est ça. J'en ai jamais fait, moi, des C'est expériences. ça. En tout cas, je me suis déjà fait ramener lors d'une couple de fois. Oui, moi, le camp, c'est un des milieux qui m'a montré aussi que justement, quand tu n'es pas dans le bon chemin, mais il n'y a pas juste une façon. C'est pas juste de dire tu n'as pas le droit de faire ça ou ce que tu sais. C'est un milieu qui m'a appris à réfléchir puis à dire, ben, tu sais, à prendre conscience peut-être de tes responsabilités, de tes actes, autre que juste te faire dire, ben, Guillaume ne fait pas ça, tu sais. Fait que, Ouais, mais le groupe, dans les cas, l'avantage, c'est qu'il y a l'effet de groupe, Mhm. l'influence collective, dans la mesure que ta collectivité a du bon sens. Parce ouais. qu'il faut se le dire, il faut être honnête, il y a des cohortes parfois qui sont plus compliquées que d'autres. En tout cas, moi, j'en ai connu. Mhm. Et ça va à contre-courant parfois, mais là, il faut que tu prennes les gens là où ils sont, puis que tu avances progressivement en se disant, ben, cette année, je n'irai pas aussi loin que l'autre gang de 2 ans. Mais ça dépend de tes leaders, ça dépend de tes gens d'influence. Mais... Ah, l'impact humain est vraiment au centre de tout ce qu'on fait, là, honnêtement, dans le sens où tu l'as vraiment bien dit, Yannick. Moi, la deuxième raison pour laquelle que je suis resté autant longtemps au saisonnier, c'est vraiment pour la gang du saisonnier. Parce que cette gang-là, j'avais l'impression que je pouvais aller n'importe où ce que je voulais avec eux autres. Les défis que j'allais rencontrer allaient être certainement atteints avec cette gang-là. Puis, moi, j'ai comme annoncé dernièrement à ma gang que j'allais quitter après 11 ans là-bas. Puis, oui, je le remarquais, l'impact humain, puis je le sais que les gens m'aimaient bien là-bas, mais quand il y a comme une personne un petit peu plus timide qui attend que les autres soient partis pour te dire, écoute, je ne sais pas si tu vas te rappeler de moi quand j'étais dans ton groupe de service de garde, quand j'étais en deuxième année, mais je suis devenue animatrice au camp grâce à toi. Puis là, moi, ça m'a scié les deux jambes. Là. Je veux dire, comme à quel point que tu te rappelles de ta deuxième année. Là. Je veux dire, tu as 15 ans. Là. C'est quand même assez incroyable. Là. C'est vraiment la force de nos milieux, je pense. Mm. Puis, vas-y, Yannick. Ben, en fait, je voulais juste revenir sur ce que François disait par rapport à l'éducation. Nous, dans les camps, par exemple, tout particulièrement les camps de vacances, on accueille souvent les personnes en difficulté, les gens qui sont référés, qui n'ont pas beaucoup d'argent. On accueille une clientèle qui a de l'argent, qui est capable de se payer des camps. Mais je trouve ça plate un petit peu à quelque part que toute la tranche du milieu, la tranche de la classe moyenne, ne peut pas se payer des camps. Ouais. Tous mes amis qui ont des familles, 3 enfants, qui ont des salaires moyens, ne peuvent pas aller dans les camps. Je pense que ça, va falloir réfléchir à ça avec le gouvernement, voir comment que les enfants peuvent avoir accès à des camps, parce que je trouve ça plate, je trouve ça dommage qu'il y ait une moitié de la population de jeunes qui ne peuvent pas, ben oui, et même plus, qui ne peuvent pas accéder aux camps. Et ça c'est un de mes défis dans le futur de me battre pour ça, parce que je pense que tout le monde mérite cette éducation qui est spéciale-là. Puis, ben, pour vrai, la majorité de la classe québécoise est dans la classe moyenne. Je veux dire, comme, je ne sais pas si dans le fond, vous êtes d'accord avec moi, mais comme dans le sens où c'est sûr et certain que si, comme l'entre-deux n'est pas capable de se payer de camp, au final, je pense que tous les enfants ont droit à la même expérience égale au niveau des camps. Fait que je comprends que ça, pour vrai, c'est vraiment un bel objectif là, que tu as, Yannick. Là. Puis, c'est intéressant parce que l'éducation, dans le fait de fixer le camp comme un milieu éducatif, là, les deux, vous avez fait beaucoup de choses dans vos milieux pour ça. Là. Puis moi, ça m'obsède qu'il n'y ait pas un... Puis, tu sais, en tout cas, je vais commencer par ça. Ça m'obsède qu'il n'y ait pas un lien plus étroit entre... Tu sais, ça fait 90 fois que je répète ça dans le podcast, là, mais qu'il n'y ait pas un lien plus étroit entre le milieu scolaire puis le monde des camps. Qu'on parle juste par les classes vertes, là, mais moi, j'ai juste connu cette version-là. Mais tu sais, Yannick, le projet de projet école, des classes qui viennent sur ton camp, vivent leur cours, mais dans un milieu de camp de vacances. Tu sais, à Keno, vous avez fait le projet avec Roméo Dallaire, où il y avait des jeunes de milieux défavorisés qui venaient, puis il y avait du leadership. Tu sais. Je pense que c'est un aspect qui est peu connu par le public. Ces projets-là qui sont tenus par les gestionnaires pour utiliser le camp de vacances, le milieu, la nature, mais dans un contexte qui est plus grand que juste le camp de vacances, le résidentiel où on vient vivre une expérience camp.
On a toujours eu cet enjeu-là collectivement dans les camps en tout cas, depuis que les camps existent et jusqu'à aujourd'hui encore, de faire comprendre ce que l'on fait vivre. Mm. Et c'est un enjeu constant parce que j'entends des gens dire, puis à juste titre, ouais, mais tu sais, quand je vais retourner à la maison ou en ville, les gens ne comprendront pas ce que j'ai fait là. Puis dans le fond, il faut que les gens le vivent pour comprendre. Mhm. Un des enjeux que j'ai essayé de relever ces dernières années, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça marchait. La conférence que j'ai donnée avec ma fille met ça en lumière, puis d'autres l'ont fait ailleurs dans le monde, là, puis ces points de référence-là servent pour moi de point d'ancrage à une compréhension collective de la plus-value de l'expérience camp. On n'est plus rendu à dire que c'est une expérience camp, on est rendu à dire, comment je disais ça l'autre fois, donc, les Colin, c'est, je vais le retrouver, mais je suis rendu ailleurs lorsque l'expression vive l'expérience Ouais. camp. Oui, puis pour les gens, l'expérience camp, ça ne veut pas nécessairement dire ce que tu as en tête, ce que tu as au cœur en ce moment. Là, quand tu dis le mot expérience camp, souvent les gens pensent, ben, pour nous, c'est Bon, bien plus grand que juste. c'est beaucoup plus grand. C'est l'effet camp, voilà. Ça. C'est l'effet. On est rendu à parler de l'effet des camps, pas juste de l'expérience en tant que telle, qui est un peu factuelle. Malgré que dans l'expérience, on pourrait inclure le mot effet, mais l'effet camp est basé sur une certaine compréhension des dynamiques qu'il y a entre les moniteurs, la nature, les enfants entre eux, l'environnement de groupe. Tout ça, ça se décrit aujourd'hui. Et sur cette base-là, on peut peut-être tenter de l'expliquer pour interpeller des gens. Parce que je regarde un peu jusqu'à quel point la crise de la COVID a mis en lumière la méconnaissance du monde des camps. Ah, c'est vrai. On a été bon, certains savent ce que c'est, mais quand on est tombé avec la gang de M. Arruda, sans l'avoir eu devant nous, mais on sentait bien, hein, Yannick, que la compréhension de ce que c'est réellement la plus-value, les effets, en tout cas, tout ce qui est l'environnement de tout ça, n'était pas connu d'un groupe de personnes qui sont quand même des gens influents dans notre société. C'est dommage, mais bon, comme Yannick, on a des choses à faire pour améliorer cette compréhension-là parce qu'elle aurait avantage à être multipliée pour que des enfants, dont la majorité qui n'en bénéficient pas, puissent d'une façon ou d'une autre le faire. La classe moyenne dont on parlait tantôt. Et c'était un peu le but du projet École en plein air, c'est de sortir les élèves du cadre. C'est qu'il y a des élèves, malheureusement ou heureusement, ils ne sont pas capables de fonctionner dans le cadre normal de l'école. Et là, tu les amènes au camp et l'enfant est sorti de son cadre et tout le monde est sorti du cadre. Donc là, on repart à zéro. Tout le monde repart à zéro quand on débarque en camp de vacances. Et ce que ça fait, c'est que tous les jeunes, oups, OK, là, on s'en va dans le bois. OK, qui connaît? Ah, bien, le petit Jonathan, habituellement, il ne connaît pas grand-chose dans le cours. Et là, il connaît tout du moins, puis il explique ça aux autres. Et tout d'un coup, on vient de changer la dynamique de la classe. Oui, exact. Moi, ça me fait tellement penser. Ça me fait tellement penser à quand j'animais, puis que sur ma liste de jeunes, tu avais des jeunes avec peut-être ça de description de il est turbulent, il n'écoute pas, c'est vraiment un TDAH, blablabla. Puis là, tu avais vraiment là, plein de caractéristiques dessus. Puis au final, là, au camp, là, c'était juste un enfant. C'était vraiment juste un garçon comme qui, dans la classe, honnêtement, lui, pas bougé, là, c'était son pire ennemi. Puis quand il arrivait au camp, là, il prenait le lead, il voulait faire des activités, il proposait des choses. Puis dans sa classe, il était tout simplement trop lui-même, quasiment. Là, je veux dire. C'est l'authenticité, effectivement. D'être lui-même, c'est tellement un mot que j'apprécie. Moi, c'est une expression que j'aime beaucoup. D'en arriver à donner l'occasion à une personne d'être soi-même. Moi, j'aurais des exemples à n'en plus finir avec le programme Jeunes Leaders de la Fondation de Roméo Dallaire. Des jeunes de milieux défavorisés, adolescents et adolescentes qui ont un milieu d'influence, sans dire qu'il est négatif, il est assurément pas positif ou toujours pas entraînant, ce que d'autres ont comme avantage. Là. Certaines familles ont des bons parents. Bon. Mais quand tu as une jeune fille qui est là, puis que sa mère
la semaine passée, est allée se prostituer parce qu'il fallait qu'elle fasse vivre sa famille, parce que le bonhomme il est parti, ça fait belle lurette. Ce jeune-là qui a un potentiel, mais qui n'est pas exploité comme il le devrait, puis au camp, tout d'un coup, dans un environnement identique pour tout le monde, peu importe le milieu d'où tu viens, il y a quelque chose qui se passe, puis une découverte de soi. Ça, c'est parce que les camps permettent ça. Puis il n'y a pas beaucoup de milieux qui permettent ça. C'est ça qui est magique. Ah, vas-y, Yannick. Non, vas-y, Guillaume. Mais c'est comme tu as dit aussi, puis Yannick, tu sais, en ce moment, on arrête. Mon mot est grand, là, mais la société réfléchit à. On repense l'école en ce moment, tu sais. Ouais. C'est un sujet d'actualité depuis 5-6 ans, tu sais. Puis ça amène à ma prochaine question aussi de dire, ben, selon vous, il n'y a pas de réponse magique à ça, mais qu'est-ce qui fait, on en a parlé avec Éric puis Stéphane de l'Association du Canada aussi, cette question-là. Qu'est-ce qui... c'est quoi, selon vous, la perception du public, du monde des camps? Puis 2, dépendamment de votre réponse, mais pourquoi on ne la connaît pas? Pourquoi elle est si secrète? Parce que en même temps, moi, je suis biaisé. Tu sais, mes parents ont fait des scouts dans mes milieux, les gens ont été dans les camps. Fait que, tu sais, moi, autour de moi, mes parents, ma parenté sont allés dans des camps, ont vécu ça. Fait que, tu sais, je suis biaisé. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une génération, peut-être 40, soit même dans les 40-55 ou 40-60, qu'ils ont fréquenté, là, parce que c'était... En tout cas, fait que j'étais curieux de vous entendre là-dessus, sur l'opinion du public par rapport au monde de camp, puis 2, qu'est-ce qui fait que c'est méconnu, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour s'aider là-dedans, tu sais. Vas-y, Alex. Ben, l'opinion du public, je pense que ceux qui l'ont touché habituellement, ils en sortent avec une belle opinion. C'est pas fait pour tout le monde, comme François l'a dit, mais même à ça, ils ont eu quelque chose. Ils ont sorti avec quelque chose. Malheureusement, on revient au départ, la majorité des gens ne connaissent pas les camps. Et c'est pas pour rien. Là, le gouvernement, c'est quand même la face des gens. Donc, si le gouvernement ne connaît pas notre industrie, c'est parce qu'il y a bien du monde qui ne connaissent pas notre industrie. Donc, on a des choses à faire, on a à travailler pour faire connaître ça. Et on revient avec un point de départ. Je pense que l'éducation, le lien entre l'éducation et les camps, s'il y a un lien beaucoup plus fort, bien là, nécessairement, beaucoup de jeunes vont passer par les camps et donc beaucoup de parents vont avoir une connaissance de ça. Et par la suite, la machine est beaucoup plus facile à faire. Mais là, on est comme entre deux eaux. Ceux qui nous connaissent nous aiment et reviennent, mais les autres disent « Ah, je ne pense pas que c'est pour moi ça. Je ne pense pas que c'est pour mon enfant, mais ils ne l'ont pas essayé. » Moi, je dis toujours « Viens goûter, puis après ça, tu me diras que tu n'aimes pas ton assiette. » Mais viens goûter avant. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est tellement important à dire. Il y a une partie, il y a, à mon avis, puis je vais dans le sens de Yannick, il y a une bonne partie de la population qui ne nous connaît pas, ou qui nous connaît pas sur la vraie valeur de ce qu'est un camp. Ils nous perçoivent comme un lieu d'amusement. Et c'est ça qui est... Puis il faut que ça le soit. Dans le fond, on est pris dans un dilemme. C'est le mini-weeds, là. Qu'est-ce qu'on présente? Le côté éducatif ou le côté plaisant? Mais malheureusement, on est contraint à devoir présenter les deux. Mais tout dépendant à qui tu parles, il y en a qui, une bonne majorité qui vont percevoir comme ça, comme un lieu d'amusement qui n'est pas la valeur que nous, on prétend. C'est pour ça que je reviens avec ce que je disais tantôt. Si nous-mêmes, on se comprend mieux sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ce qui n'était pas le cas de façon aussi tangible il y a 20 ans. Franchement, là, on a passé par des étapes pour lesquelles il y a des affaires qu'on faisait, que Chris, on ne répète pas ça aujourd'hui, là, ces niaiseries-là. Là. C'est pas éducatif. Parce que les parents s'attendent à quelque chose qui a une valeur. Mais on est en train, nous-mêmes, je trouve, mais à essayer de trouver la façon de le dire et de l'exprimer, que ces valeurs-là sont dans l'éducation, oui, puis que ça a un effet. Et je reviens encore, ces mots-clés-là, c'est ça qui est l'enjeu, de pouvoir bien l'exprimer. Moi, j'ai des anecdotes, un ou deux anecdotes à vous conter, sans nommer des gens, mais une ancienne première ministre. Une ancienne première ministre. Oui, voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a énormément. Mais que ce soit des politiciens, politiciennes que j'ai rencontrés et puis qui étaient passionnés un peu du monde des camps. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient vécu. Ils sont rares, mais il y en a. Mme Marois, effectivement, faisait partie de ces gens-là. Mais, puis leurs enfants sont allés, bon. Mais il y en a d'autres pour lesquels tu les interroges, puis ils sont passionnés, ils en parlent avec toi,
Puis tu leur dis, puis vos enfants sont allés au camp? Ah non, finalement, mon conjoint, ma conjointe, elle ne croyait pas vraiment à ça. Tu sais, il y a comme un blocage à un Beaucoup moment d'obstacles. donné. Malheureusement, une hésitation. Il y a, bon, on tombe dans nos petits souliers d'urbain, puis dans notre routine. Puis les camps, il ne faut pas oublier, c'est pas la priorité dans la tête des parents. C'est l'école. Puis les camps sont là qu'une petite partie dans l'année, si ce n'est qu'une ou 2 semaines, on parle du camp de vacances, là, une ou deux, des fois 3 semaines sur 52. Fait que ça ne prend pas une grosse place, mais ça peut prendre une méchante importance. On en est les 4 témoins. Ah oui, c'est incroyable. Ah, vas-y, Yannick. Une des solutions aussi pour nous faire connaître, nous, dans le projet Élèves du plein air, on a invité les parents à venir passer une journée d'école avec leurs enfants. Nice. Cette année, on a invité les parents à venir faire des journées d'animation, vu qu'il n'y avait pas de camp de vacances avec les parents. Et c'est tous les parents venaient nous voir à la fin en disant OK, on pensait s'amuser aujourd'hui, mais on a appris des choses aussi. Donc là, les parents, ils ont compris OK, il y a plus que venir s'amuser. Tu sais. Il y a des valeurs, il y a plein de choses. Le travail d'équipe, la confiance, tout ça. Mais s'ils ne l'ont pas vécu, ils ne le savent pas. Fait que là, ça aussi, peut-être démocratiser ça, inviter les familles, les parents, les professeurs à venir voir ce qu'on fait. Et là, tout d'un coup, ils veulent revenir. À venir vivre, hein, je fais du pouce sur ce que Yannick dit, Oui. à venir vivre ce que l'on fait. Voilà. Pour qu'ils le comprennent puis qu'ils le projettent chez leurs enfants. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment un excellent pas dans la direction de prendre justement les personnes qui sont un petit peu plus loin de ça, qui peuvent le voir en périphérie sans nécessairement vraiment tout le temps être là. Là, de le vivre vraiment avec leurs enfants, c'est sûr que ça amène une option complètement différente de leur vision. Puis ce que j'allais dire, c'est que c'est bête, mais mettons, à part l'école, où est-ce que tu peux te ramasser avec plein d'enfants de ton âge qui n'ont pas les mêmes intérêts communs, qui sont tout simplement un reflet de la société. Puis au camp, bien, pour vrai, c'est comme, OK, non, c'est pas du français, c'est pas des maths, c'est justement, bien, comment je peux approcher cette personne-là pour jouer au même jeu que lui? Comment je peux aider cette personne-là à faire son sac ou moi, comment faire mon sac? C'est tellement des choses que dans la vie, tu vas te retrouver seul puis tu vas t'en rappeler du camp. Oui, puis tu ne retournes pas chez vous le soir. Oh non! Tu es encore collé avec la même gang, puis il faut que tu t'adaptes. C'est ça, notre société. C'est des microcosses, hein, une équipe de camp. Puis moi, j'ai toujours cru beaucoup en ça. C'est quand tu les amènes en expédition, là c'est l'apogée. Ah, c'est le summum de la découverte de soi, des connaissances des autres, de l'adaptation, de tout. Parce que, comme Yannick disait, tu les amènes au camp, c'est un milieu dépaysant. C'est comme Yannick le disait tantôt, tu remets le compteur à zéro. Mais combien de fois, quand tu les amènes dans le bois, puis tu pars en expé, puis ils savent plutôt ce qu'ils sont, là, et pouf, l'effet resserrement est très là, solidarité, malgré les tensions qu'il peut y avoir, mais ça, ces tensions-là sont normales, il faut qu'elles se vivent. Mais d'être en expédition pendant 3-4 jours, puis chez les ados, d'être parti pendant une semaine, même 20 jours dans certains cas, wow! Mais si tout le monde pouvait avoir accès à ça, mais c'est pas ça. C'est pas le cas. Il y a une belle tendance des écoles qui viennent de plus en plus au mois de septembre pour justement concrétiser une belle chimie de groupe. Oui. Ça, on voit une différence. Les professeurs disent moi, j'aime mieux sortir en début d'année. Ça crée des liens entre les élèves. On voit des choses qu'on ne voyait pas. Puis le reste de l'année, ben, on est capable de tabler là-dessus. Là. On parlait de ça en début de ma carrière, il y a 40 ans. Puis, tu sais, moi, ça se faisait, là, mais il faut l'entretenir. Ouais. On avait quand on était à Trois-Saumons, on avait des groupes de secondaire 5 qui venaient avec des groupes de secondaire 1. Ouais. Les groupes de secondaire 5 venaient arriver une journée d'avance. On leur apprenait les rudiments du monitorat. Puis le lendemain, ils étaient avec des groupes de secondaire 1 toute la journée. Puis honnêtement, c'était gagnant. Ah, c'est magique, ça. Puis tous les moniteurs qui venaient sur R5, les étudiants sur R5, sans exagérer, mettons sur 30, j'en avais facilement des années la moitié qui me disaient « Hey, je viens travailler ici l'été prochain. » Parce que moi, je leur donnais le meilleur de la job de moniteur en 24 heures. Puis, ben oui, tu peux faire ça pendant 2 mois cet été. Tu sais. Puis ça, c'est une autre extension de ce que peut être les camps. Moi, il y a une chose, si je peux me permettre, messieurs, qui me réjouit au moment où je me retire du monde des camps.
c'est de voir qu'il n'y a plus beaucoup de camps qui sont encore en vie, je dirais, qui font du n'importe quoi. Ouais. Ouais. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup plus de camps qu'aujourd'hui. Puis quand je pense camp, là, je pense pas, malheureusement, excusez-moi, là, je pense moins camp de jour, je pense plus camp de vacances. Euh, il y a eu une époque où on faisait des choses qui n'étaient pas toujours appropriées. Bon, peut-être bien intentionnées, mais pas bien mesurées, pas bien réfléchies. On s'amusait, puis du moment qu'on a eu du fun, c'est correct. Mais il y a une époque où, dans certains milieux, on mesurait mal l'impact de cet effet-là qu'on a en laissant aller les choses. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, puis tant mieux. Puis il y a très peu de dirigeants de camp qui vont avoir cette mentalité-là que c'est pas grave. Non, c'est pas vrai que c'est pas grave. On réfléchit tellement avant de faire nos camps et on est là en préparation, en se brassant la tête, comme Yannick discutait tantôt sur comment amener les gens à mieux comprendre l'effet ou le milieu des camps avec les jeunes, les adultes, les enseignants ou les parents. Tu sais, ça prend du monde qui pense à ça puis qui a un objectif. C'est comme s'il y avait peut-être 20 ou 30 ans un manque d'objectif. Aujourd'hui, je le sens. Je sens que c'est présent chez tout le monde, puis chez vous autres particulièrement. Ça, c'est réjouissant. Ben, merci, c'est vraiment cool. Puis j'étais curieux de vous entendre. Je vais vers un autre chemin, mais tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui de l'exposition. Je vais aller un peu dans le cliché, mais ma question n'est pas cliché. On va beaucoup dans les jeunes sont exposés à la technologie. Il y a plusieurs écoles de pensée. Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que c'est pas bon pour eux? Puis moi, j'étais curieux de vous entendre. Puis quand je parle de techno, je parle. Mais c'est des outils qu'ils utilisent à l'école, ils communiquent beaucoup par ça maintenant, peu importe leur âge même. Est-ce que vous le voyez comme pour le monde des camps, là, on parlait de l'effet camp justement, est-ce que ça devient un obstacle, un allié? Est-ce que c'est neutre par rapport à ce monde, à notre expérience camp? Comment vous voyez ça, cette génération-là qui même depuis 10 ans, même moi je pense que je suis dans cette génération-là où je suis à l'aise avec, très, très, très à l'aise avec les technologies qui fait face à ce monde-là des camps de vacances, est-ce que ça devient un obstacle, un allié? Comment vous voyez ça? Toutes les réponses sont bonnes. Je dirais qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est leur montrer comment bien utiliser leur appareil ou leur montrer qu'il y a d'autres choses? Moi, je pense que les deux réponses sont bonnes. Donc, selon la philosophie du camp, il va y aller avec chez nous, on évite ça. Mais je comprends très bien un camp qui veut l'utiliser au maximum, mais montrer aux enfants, aux jeunes, comment bien l'utiliser, comment je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Dans notre cas, on se dit, on va montrer aux enfants qu'il y a d'autres choses. On va leur amener d'autres choses parce qu'on pense qu'ils connaissent mieux ça que nous de toute façon. Fait qu'on n'a pas besoin, on n'a rien à leur montrer. Mais un autre cas pourrait décider autrement, puis je serais d'accord avec eux aussi, là. Oui, puis c'est clair qu'on est dans une société pour laquelle il ne faut pas se battre contre. Il faut simplement s'adapter. Mais en même temps, il faut donner des opportunités aux gens de la société. Puis dans notre société, il y a des jeunes, qu'on appelle des enfants, des adolescents, qu'il faut, je pense, donner des occasions d'influencer leur propre choix. Mais tu ne peux pas choisir si tu ne connais pas. Tu ne peux pas choisir si tu ne connais pas ce que va donner la vie d'expédition. Je reviens avec cet exemple-là. La vie d'expédition sans cellulaire, sans rien. Puis l'avantage des expéditions, c'est qu'il n'y a pas de signal. C'est facile dans ce temps-là, ça tombe tout seul. Mais je le vois, combien de jeunes qui reviennent d'une année à l'autre, ceux qui ont un sens critique, là, je parle des ados, qui se disent, moi, je l'ai laissé à la maison. Parce que j'ai besoin de me sentir moi-même, mais pas en artifice de ce que ce gadget-là m'oblige d'être. C'est fascinant de voir que les animateurs qui arrivent au premier stage, à la première rencontre avec leur cellulaire dans les mains, puis ils regardent à toutes les 2 secondes, quand on leur dit, allez le mettre dans votre chambre, puis après 2-3 jours, ils ont comme oublié que, hey, c'est vrai, j'ai eu des messages aujourd'hui, je vais aller voir. C'est ça, c'est un apprentissage de ne plus l'avoir, cette machine-là, dans les mains. Un coup que tu es là-dedans, tu es capable de voir qu'il y a d'autres choses. Tu peux les voir tantôt, ces messages. C'est ça. Puis de savoir, c'est ce que Yannick dit tellement important, savoir qu'il y a autre chose. Moi,
j'ai fini par accepter un jour dans ma vie, puis ça fait quand même pas si longtemps que ça, que ce que moi je crois, c'est bien beau, mais c'est pas tout le monde qui va croire à ce que je crois. Bon. C'est qu'il faut donner les opportunités de comprendre, de voir plein de choses, puis chacun va être libre de son choix. Mais ces choix-là, si tu ne les mesures pas, si tu ne les as pas, si tu n'as pas vécu une expérience, puis ça, c'est ce que Yannick disait tellement de sens tantôt, que la classe moyenne n'y a pas accès, mais s'il y avait plus de monde qui avait accès à ces environnements-là, il y aurait peut-être un équilibre social différent. J'ose aller jusque-là. Ah, je pense que oui. C'est plein de sens. Je sens. Ben oui. Mais c'est drôle parce que, mettons, moi, je suis quand même plus jeune que vous autres. Là. Ah, bon. Puis, mais, Yannick n'est pas si vieux que ça, je pense. non, mais c'est juste que, mettons, moi, je suis pas comme mi-figue, mi-raisin avec la technologie, dans le sens où anyway, je ne suis pas le gars le plus technologique au monde. Les enfants qui ont des tablettes et des applications de robotique sont clairement plus hot que moi là-dedans. Mais parce que j'ai l'impression que le camp peut super bien fonctionner sans technologie, oui. Mais que la technologie peut, oui, aider le camp, mais comme admettons, moi, la manière dont je vois la technologie le plus souvent utilisée, c'est comme un genre de système d'émulation pour des enfants avec des besoins particuliers. Mais sinon, par rapport à la technologie, à part en robotique, on ne l'utilise pas nécessairement beaucoup. Là. Vous, mettons dans vos camps, où est-ce que vous avez à vraiment utiliser la technologie proprement dit? Si je peux lancer Tu vois, nous, on a une réflexion de cette année là, parce que moi, c'est par rapport à comment mon staff communique. Parce que moi, je suis en camp de jour. Tu sais, en camp de vacances, là, tout le monde, mes animateurs de groupe d'âge, ils parlent à leur moniteur, puis des fois, ils ont des petites boîtes aux lettres, mais c'est du face-à-face. Il n'y a pas de texto, il n'y a pas de... Puis, depuis 2-3 ans, il y a un changement. Parce qu'avant, mon animateur qui gérait, mettons, 12 à 15 moniteurs, quand il arrivait pour communiquer avec son staff, il n'était pas encore dans la génération 100% accro à, j'exagère un peu là, mais 100% accro à ses cellulaires. Fait qu'il avait le réflexe de lui-même j'ai une intervention, j'ai quelque chose d'important à communiquer, je vais aller voir la personne face à face. Puis maintenant, je te dirais depuis 2 ans, mon animateur première année qui rentre, bien, il faut l'expliquer ça. Puis là, il faut que je l'explique verbalement. Tu sais, si tu as quelque chose d'important, c'est mieux de... Puis là, on parle des gens qui sont universitaires. Là, tu sais, c'est pas des gens qui ont 16 ans. Puis même à 16 ans, tu peux avoir ces compétences-là, là, vous me comprenez. Puis, puis on est dans cette réflexion-là. J'avais cette discussion-là hier de me dire, ben, tu sais, Colin, est-ce que finalement... Tu sais, il y a 10 ans, dans ce camp de jour-là, on n'avait pas Facebook, il n'y avait pas des groupes Facebook, personne ne se parlait comme ça, puis il y avait des pigeonniers, puis les animateurs allaient voir les gens direct. Puis là, je me disais... Crime, pourquoi on ne fait pas juste ça? Tu sais, pourquoi, en tout cas, est-ce que c'est le meilleur outil possible? Fait que, tu sais, moi, mon enjeu, c'est plus au niveau de la communication parce que dans mon expérience camp de jour, je n'ai pas de techno à part mes camps spécialisés comme toi, François. Fait que, tu sais, c'est plus ça, tu sais. Ce que je comprends, c'est qu'admettons que tu veux faire une intervention avec un animateur. Exemple, tu as eu plein de Non, mais des fois, ils se font des petits calls, des petits commentaires qui devraient se faire face à face. Il n'y a jamais une intervention complète qui se fait genre par texto ou par Messenger. Mais des fois, il y a des oui puis des non qui devraient se dire face à face et non par Facebook, tu comprends? Ouais, OK. Non, je comprends mieux ce que tu veux dire. Nous, ça fait partie des formations maintenant, là. Comment travailler en équipe, ça fait partie des formations. Donc, leur donner des outils de communication, comment qu'on se parle, comment qu'on doit se parler. Et effectivement, de nos jours, bien, il faut parler nécessairement du cellulaire et des messages textes et de tout ce qui vient avec. Et ça, juste faire ça, ça permet de sortir le méchant. Puis tu sais ceux qui vont avoir plus de difficultés que d'autres. Puis tu travailles comme d'autres vont travailler sur d'autres choses. Et c'est devenu, je pense, une nécessité de considérer les moyens de communication, peu importe de quelle façon ils sont utilisés. C'est clair que ceux que l'on connaît, qui sont fréquemment utilisés, ne permettent pas une interaction aussi dynamique et positive. Là. Ça laisse peut-être plus souvent qu'autrement des traces qui ne sont pas facilitantes, je vais dire comme ça. Mais il faut éduquer. C'est encore peut-être un mauvais mot. Il faut influencer, il faut informer, il faut faire voir qu'il y a autre chose. À partir du moment que les gens voient que d'avoir parlé à la personne de vive voix a engendré une espèce de soulagement qui fait que tu vas mieux dormir. Juste ça,
tu as compris par toi-même. Exact. C'est aussi niaiseux que ça. Puis, naturellement, les formations viennent bonifier ça, mais il faut faut que les jeunes, les gens, le personnel, comprennent que ça existe, la communication verbale. Ils le savent, là. Mais Ouais. c'est pas toujours Mais facile. c'est ça. Puis en même temps, on est là, ils sont là pour apprendre. Quand ils arrivent à l'année 1, mon superviseur ou mon responsable de groupe d'âge, je ne m'attends pas à ce qu'il soit excellent. Je sais que je vais avoir à y montrer des choses, mais ce niveau-là a tellement changé, je trouve, rapidement dans les 3 dernières années que là, je me disais, ben, crime, on va revenir comme dans le bon vieux temps, c'est un peu cliché, mais puis on va se communiquer des petits messages écrits, puis il y aura plus de. On va fermer le Wi-Fi dans le cégep, puis let's go, on se parle, puis on apprend à se connaître. Là. C'est le retour du balancier. Mon grand-père disait tout le temps ça. Bon, on l'a tous entendu, mais c'est comme s'il faut aller à un extrême pour revenir à l'autre. Le problème, c'est pas d'aller dans. C'est pas les extrêmes qu'il faut maintenir, l'un ou l'autre. C'est l'équilibre. Mm-hmm. Comme je disais tantôt, on ne pourra pas effacer la technologie. Mm-hmm. Mais c'est comment l'utiliser, comment. Puis l'humain, c'est un être sociable. Inévitablement, il faut conjuguer avec tout ça. Et ça, c'est un enjeu de société. Puis ça évolue, je ne sais pas de semaine en semaine, mais je vais dire, ça évolue d'année en année minimalement. Mais la méthode à Guillaume avec les messages, justement, ça augmente vraiment l'aspect social parce que, je veux dire, rendu là, on dit tout le temps qu'on est un milieu humain et qu'on veut se jaser. Fait que c'est, selon moi, la meilleure façon, justement, là, c'est des petits messages comme ça. Je sais pas, ma gang est vraiment verbale. Fait que je suis comme vraiment surpris de cet aspect-là. Ouais, ben... Mais en même temps, je comprends super bien ton point de vue. C'était juste au début, j'avais de la misère à me mettre à ta place. J'ai l'impression qu'il y a une tendance, puis en même temps, les tendances sont là pour être défaites. Là. Il faut dire qu'il y a des tendances ou des cycles où on revient à des choses qui sont un peu plus appropriées. Bon, dans le sens que le gros bon sens dicte que ce serait plus facile si j'y parlais que d'envoyer un émoticône, ou je sais pas quoi. Une anecdote par rapport à ça, je surprends 4 animateurs assis en rond. Ils disent, vous êtes en pause, vous êtes en train de regarder vos messages. Ils disent, non, on se parle. Il n'y a personne qui se parle. Ben oui. Puis là, ils me sortent le cellulaire. Ils se parlaient, mais ils étaient les 4 ensemble. Ils écoutaient les 4 ensemble. Mais non, arrête. Hey, c'est bon. Ça va. On n'est pas si pire, par exemple. On n'est pas si pire. J'avais une petite question pour vous, messieurs. En fait, peut-être dans le fond, vos conseils pour quelqu'un qui arriverait dans une nouvelle organisation, qui aurait plusieurs années d'expérience en camp. C'est drôle que c'est moi qui la pose parce qu'on dirait que je la pose pour moi. Là, mais c'est ça que j'allais dire. Non, mais pour vrai, puis en plus, c'est Guillaume, c'est toi qui l'as écrit, ces questions-là. Non, en vrai, n'importe qui là, il fait 10 ans dans une organisation, il change pas de culture, mais il s'en va à une autre place, il y a un nouveau sentiment d'appartenance, ça ne marche pas nécessairement de la bonne manière. Vous, comme gestionnaire, comment vous arriveriez à un autre endroit? Donne-toi le temps. Donne-toi le temps d'atterrir. J'en ai vu, tu vois, à Keno, moi, il y a une période où on n'avait pas de directeur de camp de vacances. Puis j'ai dû jouer ce rôle-là en même temps que directeur général de tout l'ensemble, incluant le camp de jour. Mais il y a une période où on a voulu intégrer, on avait décidé de mettre quelqu'un, puis 3 sur 3 n'ont pas fonctionné. Pas parce que c'était des mauvaises personnes, mais je ciblerais une des raisons, et puis sans dire que sur un, c'était la principale, ça peut être la secondaire ou la troisième, mais à chaque fois, il y avait ce facteur-là de s'imposer à l'intérieur d'une culture. Faire du changement là, dès la première année, c'est rarement bon. Là. À moins que ce soit une catastrophe dans une organisation. Tu as ta personnalité, tu arrives à quelque part, elle va de toute façon transcender au travers du monde. Mais d'imposer des choses, il faut se donner au moins un an, au moins un cycle. C'est très sage. Il faut être à l'écoute du milieu. Là. Il faut que tu absorbes tout ce qui se passe dans le nouveau milieu que tu es. Après ça, il ne faut pas que tu hésites à amener ton bagage. Parce qu'il y a des gens, au contraire, qui vont se dire ça tente. Je ne dirai pas ça parce que c'est pas pareil ici. Non, apporte ton bagage parce que des fois, les organisations ont besoin d'avoir de nouvelles idées pour changer. Puis après ça,
arrime-toi avec ton bagage puis ce que tu as écouté du milieu, puis fais-en un milieu encore plus beau. Là. Les gens, je pense, puis naturellement, ils ont besoin de sentir qu'il y a un leader au volant. Ça, c'est clair. Mais ils n'ont pas le goût de sentir que le leader est indépendant. Et c'est clair. Puis je pense que vous êtes de cette génération-là où on a besoin de sentir qu'on fait partie d'un tout, qu'on est considéré comme personne, qu'on n'est pas là pour donner un rendement pour quelqu'un ou une organisation. C'est qu'on fait partie d'un collectif qui a le même objectif. L'élément de collaboration est extrêmement fondamental. Il faut que les gens le sentent. Il ne faut pas que ce soit imposé. Merci, messieurs. J'ai l'impression que si je mélange vos réponses, c'est de trouver un peu le point de friction entre l'apport des bagages et la culture déjà en place. Ouais. Pour vrai, c'est un peu ça que je voulais entendre. Je suis vraiment content de ça. Tant mieux, mais et surtout poser des questions, parce que souvent, les gens sont orgueilleux. Ah, ça, c'est pas bon. L'orgueil dans une nouvelle organisation, c'est vraiment pas très bon parce que là, tu veux comme prouver que c'est comme plus d'affaires que ce que tu devrais en savoir. Puis là, rendu là, de toute façon, ces gens-là, c'est sûr qu'ils ont le syndrome de l'imposteur à un moment donné. Ouais. Exact. Et moi, je dis souvent ça à mes chefs de camp. La première année, j'ai dit, je te le dis tout de suite, tu vas être trop orgueilleux. Mais non, comment ça? Tu vas garder tes erreurs pour toi, tu vas garder tes bons coups pour toi, alors que tu devrais m'en parler. On va évoluer ensemble, on va se compter tout ce qu'on a fait, puis on va avancer. Parce qu'en posant des questions, non seulement tu te renseignes, mais tu fais poser des questions à ton gestionnaire, et donc lui aussi, tu es obligé de se poser cette question-là. Donc, les deux sont gagnants. Ouais. Et est-ce que vous croyez que c'est possible? C'est une question de fuck, là, mais j'avais pensé à cette question-là suite à ça. Quelqu'un qui... Ça arrive des changements de carrière. Tu sais, quelqu'un qui va avoir... Je sais pas, là, je prends un exemple cliché. J'ai géré une épicerie, j'ai géré une banque, j'ai aimé travailler avec des gens, puis du jour au lendemain, je vois une offre d'emploi de gestionnaire de camp de vacances ou de camp de jour ou d'organisme... Là, je vais loin, d'organisme de loisirs, puis j'applique, tu sais. Est-ce que, parce qu'on avait un débat avec des amis là-dessus cet été, est-ce que c'est possible un gestionnaire qui a des bonnes compétences, qui est vraiment bon avec les gens, mais qui ne connaît pas le milieu du tout, puis qui arrive en poste, est-ce que c'est possible? Moi, je dis que oui, ça prend 3 ans. C'est ça. Moi, je le vis. Je le vis en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Je le vis en ce moment parce que mon directeur général était anciennement directeur marketing de chez Solugaz, qui a comme zéro rapport avec les camps. Mais en tout cas, moi, j'ai la réponse, mais je ne la dirai pas ici. Mais je pense... Mais vas-y, Yannick. Ben, en fait, j'espère que la réponse, c'est oui, parce que Christian Dubé vient de tomber en santé. Il ne connaît pas ça du tout. J'espère qu'il va être capable de... C'est vrai. En fait... Je cherchais c'était qui Christian Dubé. C'est ça, c'est le nouveau ministre de la Santé. Ça pour dire que si la personne... il y a aussi l'équipe. Hein? Il y a toi, l'individu, mais si tu te mets avec une équipe, si tu travailles en équipe, ben, tu vas être capable de faire ton chemin là-dedans. Donc, oui, ça se peut quelqu'un qui arrive de l'extérieur, mais quelqu'un qui arrive de l'extérieur avec ses sabots et qui dit « Tassez-vous tout le monde, je sais comment que ça se gère », là, probablement qu'il va se rentrer dans le mur. Oui, puis il va même sortir par la porte. Exactement. Et si quelqu'un arrive en disant « Écoute, je vais écouter ce qui se passe, je vais apporter mes idées, puis je vais travailler en équipe », oui, tout à fait. Moi, j'ai eu l'opportunité de parler avec quelques directeurs, directrices de camp cet hiver et ce printemps. Des camps qui est extrêmement fragilisés, là. Puis ceux et celles à qui j'ai parlé, c'est effectivement des gens comme ça, qui venaient de l'extérieur, dans des petites organisations pour lesquelles le soutien était très peu présent. Très petite équipe, un conseil d'administration qui avait ses faiblesses, ses forces, mais ses faiblesses plus apparentes que ses forces. Et ce que les gens disaient, c'est qu'on est tout seul. Ce qui nous manque, c'est des coachs. Des mentors. Parce que on a beau, tu sais, ils peuvent arriver d'un peu n'importe où. Ça dépend beaucoup de la mentalité, l'esprit dans lequel le gestionnaire est, son bagage, ses intentions, son dynamisme, ses méthodes, il y a un paquet de choses, sa personnalité. Mais à quelque part, la méconnaissance du milieu est un handicap sérieux et même très sérieux.
et pour lesquels, dans certains camps, les gens m'avouaient, si j'avais eu cette discussion-là avec toi l'année passée, on ne serait peut-être pas rendu à fermer cette année. Et pour ça, messieurs, que François ne se retirera jamais des camps. Mentor, il est. Et la Sécu a développé avec le gouvernement un programme de mentorat qui s'en vient peut-être dans les prochains mois, prochaines années. Et François Vézina sera certainement grand mentor. Oui, en tout cas, ils le savent que je suis fortement intéressé à ça. Voilà. Puis j'espère juste que ça va se concrétiser. Mais je sais par expérience, puis d'ailleurs, c'est un peu comme ça que moi-même j'ai évolué. Je l'ai constaté à rebours, là. Mais mon cheminement personnel et professionnel s'est passé par le regard que j'ai eu sur d'autres personnes et l'accompagnement que j'ai eu pour un bon nombre d'années. Puis, je n'ai jamais eu les prétentions de savoir tout ce qu'il fallait savoir. Puis, on apprend encore, même à 62 ans. Mais c'est un cliché, mais c'est vrai aussi. C'est une question d'attitude. Mais, puis même, moi, je trouve que je prends beaucoup de jeunes comme vous autres. Yannick, oui, bon. non, mais de tout le monde. C'est tellement riche. Tellement des bons échanges qu'on a ensemble. Je veux dire, moi, mes mentors, honnêtement, les personnes qui m'ont accompagné dans mon poste jusqu'à aujourd'hui, ça a été les meilleurs profs que j'ai eus, là, au-delà du cégep. Là, je veux dire, Jean-Olivier Nicolas, Billy Boisvert, Pierre Langevin, ça a été pour moi des personnes exceptionnelles là, qui m'ont montré ce que c'était travailler dans un camp. Puis, ce que j'allais dire, je pense que c'est possible quand tu viens à l'extérieur des camps de prendre les rênes d'un camp, mais de quand même essayer d'aller parler à d'autres directeurs pour voir, eux, c'est quoi leur vision par rapport à ça, puis aller chercher la fibre humaine, de vraiment aller chercher ce qu'on met, nous, de l'avant, en avant-plan, c'est le côté humain dans les camps, mais je pense que ça passe aussi par la gestion directeur général. C'est pour ça que je suis prêt à dire oui, mais avec certaines conditions. Puis les conditions, si je peux me permettre, on faisait allusion à M. Dubé tantôt. Il y a comme du monde en arrière, là, puis pas à peu près. Ben oui. C'est la même chose. Dans les camps, il n'y a pas toujours ce monde-là. Puis en plus, c'est cyclique, les gens qui t'accompagnent. Ça dépend toujours de l'ampleur de l'organisation. Une bonne organisation va avoir une bonne équipe derrière, mais ce n'est vraiment pas toujours le cas. Oui, puis François, ta première réponse au début, quand tu disais ça prend 3 ans, il y a cette réalité-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça prend ce temps-là, mais des fois, tu peux arriver, puis je suis convaincu que ça ressemble à des discussions que tu as eues cet hiver quand tu parlais de tes discussions, que tu as eu des gens que, ouais, mais moi, mon CA, il n'attendra pas 3 ans. Là. C'est cette année que ça se passe. Mais en même temps, des fois, c'est le CA, des fois, c'est la personne elle-même, fois, c'est l'organisation. Et écoute, c'est pas un jugement, là, mais j'aurais tendance à penser que si une petite organisation n'a pas été capable d'attirer quelqu'un du monde des camps, c'est qu'il est en problème. Et tantôt, François disait, les camps il y a l'impression que les camps vont tous bien, du moins on apporte beaucoup de belles choses. Mais une des choses qui a changé depuis les 10 dernières années, c'est la communication entre les directeurs de camp, les chefs de camp et tout ça. Moi, je me souviens, là, à mes premiers congrès, à part François et quelques autres, il n'y a pas grand monde qui venait nous parler à la jeunesse. Maintenant, tout le monde se parle, tout le monde échange les bons coups qu'on a faits et donc, tout le monde en profite. Et ça, c'est un changement. C'est très intéressant ce que tu dis, Yannick, puis ça me fait penser à un constat que j'ai fait, je pense que c'est l'année dernière, ou voilà 2 ans, où j'anticipais déjà, comme jeune retraité bientôt, le problème de société qu'on était en train de vivre, qu'il allait manquer de relève à bien des places. Puis je me disais, Christy, là, il va débarquer un paquet de jeunes. C'était pas un préjugé, c'était un constat. Mais je m'interrogeais sur cette transition-là. Mais comme Yannick dit, c'est qu'il a fallu, puis c'est ce que j'ai constaté, que la place qui a dû être occupée par des jeunes, qui étaient en partie inexpérimentés, mais qui avaient une fouille et une énergie. Puis ça, j'ai vu dans n'importe quelle industrie, j'ai vu de très beaux résultats, des beaux accomplissements dans la vingtaine. Là. Puis je disais, wow!
Mais en même temps, je voyais un désir des jeunes et d'une certaine partie de la population vieillissante, et c'est pas de tous, là, mettons, je fais partie de ceux-là, de faire un amalgame avec ça. C'est tellement essentiel. Mais dans le monde des camps, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a une époque où c'était un peu plus, non, je veux dire, un peu moins naturel. Ben, c'est l'aspect qui est compétitif qui était peut-être plus Oui, présent avant. oui, oui, Parce que, oui. honnêtement, moi, Je dès pense mon pas. premier congrès, après le congrès, je me suis fait appeler par des gens là, que j'étais comme, c'est la meilleure personne qui travaille dans ce camp-là. Wow, tu sais, je me fais poser. Mais j'ai juste remarqué que les gens étaient tout de suite, là, dès mon premier congrès, je voyais aucune compétition. Ouais. Ça a Oui. évolué ça a évolué de façon collective, je pense, puis pas juste dans le monde des camps, mais pendant que le milieu des camps était un milieu probablement plus propice à ces relations humaines-là. Ça a émergé, je pense, beaucoup plus rapidement. Ça a été bénéfique beaucoup plus rapidement. Ouais, puis je pense qu'il faut essayer des choses. Tu sais, on en parlait dans le dernier épisode que on parlait de relance, là, on parlait d'après-COVID, on parlait d'automne, on parlait d'hiver, puis qu'on disait que c'était important que les camps se mobilisent, tout ça. Mais je pense que c'est la même chose avec cette transition-là, cet échange-là entre les générations de camps. Tu sais, pour ma part, moi, ça a été le séminaire, les séminaires d'échange. Là, une fois par année, il y a des gestionnaires de camps qui se rassemblent, il y a un sujet, on débat sur le sujet là-dessus. Mhm. Puis c'est là que pour moi, puis il y avait tout, tu sais, c'était pas juste des jeunes, il y avait de tout là, dans le lot de gestionnaires. Puis c'est là que j'ai eu ma révélation, puis que j'ai fait comme, que je me suis dit, tu sais, je me suis dit, ce milieu-là, c'est la preuve, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que c'est des gestes pris par chacun d'entre nous qui fait qu'on arrive à un résultat, tu sais. Dans le sens où Oui. il faut que les gens se mobilisent dans notre milieu pour qu'on arrive à ces objectifs-là. Ça ne se fera jamais par soi-même. Ça ne sera pas naturel. Tu sais, Yannick, là, le séminaire, là, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas déformer la légende, là, mais vous étiez dans un sous-sol avec des amis, vous vous êtes dit cool, il y a le congrès, c'est une chose, il y a des échanges, mais il faudrait qu'il y ait une étape de plus dans l'année. Puis là, ben, de là, il a été créé le séminaire, puis ben, ça fonctionne bien, tu sais, mais c'est encore là une initiative personnelle. Puis je pense que c'est un message qu'on essaie un peu d'exprimer dans les épisodes, que les gens qui nous écoutent, qui sont la plupart dans le milieu des camps, ben, il faut que ça soit des initiatives personnelles, il faut essayer des choses pour que justement que ces beaux résultats-là arrivent, tu sais. Et comme par hasard, les gens qui arrivent dans notre milieu, qui viennent au séminaire, qui viennent au pré-congrès, bien, tout d'un coup, au congrès, ils parlent à beaucoup de monde parce qu'ils ont connu des gens avant, après. C'est ça, là, c'est quand tu as un contact, c'est beaucoup plus facile d'évoluer. Si tu connais personne, tu restes chez vous, puis tu apprends moins vite. Donc, il faut, ouvrir ça, ça a permis ça, là, ça a permis de faire grandir tout le monde, là. Moi, je confirme ce que Yannick dit, honnêtement, parce que les séminaires et les pré-congrès sont probablement ce qui m'a fait le plus apprendre chez les personnes que je fais le même travail qu'eux par rapport au congrès lui-même. Parce que ça te donne un boost pour aller parler au monde puis poser les vraies questions. C'est vraiment hot le séminaire parce que tu arrives là avec ton expérience à toi puis tes petits questionnements. Tu aides des gens avec la solution de certaines personnes qui est recherchée par eux. Puis toi, tu repars avec tes solutions à toi. Tu sais, c'est tellement le fun. Dans quel autre milieu que tu fais ça? Tu sais? Oui, puis l'autre avantage que j'y vois, que plusieurs m'ont dit, c'est que ça donne l'impression de ne pas être seul à vivre les Exact. problèmes qu'on vit. Exact. Hey, Ça fait tellement de bien. c'est tellement vrai, c'est tellement rassurant de savoir que tu n'es pas la seule personne à vivre ça. Un départ d'un directeur général en plein été ou mais n'importe quelle situation stressante que tu vis, c'est sûr que quelqu'un qui a vécu pire. Comme quand tu entends les gens parler au congrès, puis que ce soit un petit, un gros camp, des enfants que tu en aies un petit peu ou pas beaucoup, ben ça reste que tu vis quand même les mêmes problématiques. Oui. C'est seulement l'échelle qui varie. Mm-hmm. Exact. Puis écoutez, ben, je ne sais pas si Garnet avait d'autres trucs en tête, là. Sinon, ben, parce qu'on s'était échangé des trucs là, qu'on voulait parler avec vous, mais moi, j'aimerais ça vous amener, si vous êtes encore disponible. Ben oui. Yannick, ça va? Ça va? Parfait. Yes. Mais, parce que j'avais vu un article récemment, bon, je vous fais une mise en contexte, là. Sondage, l'Association des camps américaine. Donc, ils sondent la plupart de leurs camps,
un mélange, camp de vacances, camp de jour, camp familiaux, tout ça. Puis ils leur ont proposé une liste de 20 sujets, 20 aspects différents. Puis ils devaient nommer, selon eux, ceux qui les préoccupaient ou les inquiétaient le plus. Puis ils ont sorti un top 5. Puis là, j'ai dit en ordre, mais je ne vous dis pas l'ordre de priorité. Là. Il y avait la santé et sécurité de leurs employés, de leurs campeurs. Mais là, je parle de santé mentale, gestion des enfants avec des médicaments, la gestion de l'anxiété. Après ça, il y avait la formation du personnel, le marketing, il y avait la communication avec les parents. Il y avait aussi le fait que dans un même camp, peu importe camp de jour, camp de vacances, il y avait des enfants de différents milieux socio-économiques. Ça, c'était un des enjeux. Puis, ils ont mis des tops. Là. Lequel est le top 1? Tout ça. Puis, pour vous donner une idée aussi, dans l'échantillon, il y avait 50%, il y avait 350 camps, 50% étaient des camps de vacances. Donc, vous allez voir, c'est teinté, ça teinte les réponses. Là. Puis, il y avait 30% de camps de jour, puis le reste, c'était un mélange de camps familiaux, camps spécialisés ou camps à répit. Puis, dans ce que je vous ai nommé, là, je vous ai quand même nommé beaucoup de choses. Dans ce que je vous ai nommé, là, puis il y avait aussi le 5e, c'était la diversité et l'inclusion. Donc, sur le fait on vit des choses dans des camps maintenant au niveau de la diversité et de l'inclusion qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Puis, dans ce que je vous ai nommé, vous, il y en a-tu un qui, dans ces enjeux-là, qui vous préoccupe plus, intéresse plus, que vous avez vécu dans votre carrière, sur lequel vous voudriez un peu vous exprimer, vous donner votre avis sur ces enjeux-là? Bien, moi, mon petit bébé, ça a toujours été la formation. Là. Formation, moi, je trouve ça hyper important. Et les camps, on a des formations qui, certaines peuvent dater de 40 ans, mais le défi, c'est de la mettre à jour toujours et de continuer à se former puis aller voir autre chose. Donc, moi, j'aime bien aller dans d'autres camps, aller donner des formations, mais être aussi à l'écoute de ce qu'ils donnent comme formation et ramener ça chez nous, dire « Hey, ça, on n'a jamais parlé ça de cette façon-là, je vais l'aborder de cette façon-là. » Et ce défi-là, bien, ça fait en sorte que même ceux qui, ça fait 8 ans qu'ils sont au camp, bien, chaque année, ils reviennent chez nous et ils disent « Ils ont réinventé la formation. » Pourtant, quand tu regardes la recette, ça va donner un gâteau. C'est juste que je mets d'autres ingrédients pour que le gâteau lève. Et ça, pour moi, c'est un enjeu parce qu'une bonne formation donne un bon animateur, donne un bon chef de camp, donne des campeurs. Donc, pour moi, ça reste quelque chose de primordial. Puis ça, je te reconnais, Yannick, c'est vraiment dans ta palette parce que tu as énormément de créativité, d'imagination. Puis je t'ai toujours trouvé comme étant très, très à jour dans les façons d'élaborer et de mettre à jour ces formations-là. C'est vraiment toi, ça. Tu vois, moi, en complément, puis c'est très près de ce que Yannick dit, je vous dirais, c'est plus une réflexion beaucoup plus macro, là. Il y a des choses qui m'inquiètent sur la planète, hormis l'environnement, c'est le collectif humain qu'on est. Puis je regarde aux États-Unis, parce que tu fais référence justement à ce qui se passe aux États-Unis, à quel point c'est divisé, cette dualité-là, puis ça ne se parle plus. Moi, quelque part, ça m'inquiète. Il y a toujours des choses qui nous inquiètent plus dans la vie, puis des fois, c'est peut-être un facteur d'âge qui vient jouer là-dedans, mais bon, peu importe. Mais il y a quand même une réalité qui se passe sur la planète pour laquelle on est en tension. Et ça, je trouve ça déplorable, alors que, si on regarde un peu, il y a à peine 4 ans, où le moment où Obama était là, on était dans une énergie différente. Collectivement, c'est la planète, mais dans un microcosme comme le milieu des camps, je sais et je sens que ça a encore ce facteur-là social peut être présent dans les camps aussi. Peut-être pas aussi fort qu'on le voit ailleurs, mais je ne voudrais pas que le monde des camps devienne... Puis je suis content d'entendre ce que vous dites, qu'on est capable de se parler, puis on n'est pas en compétition. Tu sais, moi, le marketing, là, m'a dit, il passe bien après, parce que si tu as une bonne raison d'exister, ça va marcher de lui-même. On a beau mettre de l'argent dans le marketing, c'est ton bouche-à-oreille qui va te faire vivre. Donc, c'est la santé, la sécurité, l'anxiété, la diversité. C'est l'humain en premier, moi, qui me préoccupe. Puis d'où l'importance de les amener dans le bois.
Ouais. Je Puis vous reviens avec voyez, ma marotte. quoi? Toi, c'est quoi, Guillaume? Ben moi, c'est vraiment la santé-sécurité aussi. Mais tu vois, c'est intéressant, par exemple, parce que, en fait, vous avez nommé les deux, sans le savoir, vous avez nommé les top 2, dans le fond. Mhm. Dans ce qui est ressorti le plus, là, le premier, c'est la santé-sécurité, parce que les gens disaient que dans le milieu des... Plus que jamais, ben, tu vois, ça a un lien un peu avec ce que tu disais, François. Ils disaient plus que jamais, surtout les camps de vacances, les enfants arrivent Ouais. dans le camp de vacances, ils se sentent à l'aise, puis depuis, il disait, dans l'analyse, il disait plus que jamais, les enfants sont à l'aise de se confier. Mais ce qu'ils vivent en dehors du camp est peut-être rendu peut-être plus complexe Ouais. ou ils l'expriment moins. Ils l'expriment tellement en camp que les gestionnaires disaient, ben, on se sent plus, autant les enfants que les employés, Ouais. on se sent plus démunis face à ça. Puis tu Ouais. vois, la deuxième chose qui sortait après, c'était la formation en disant, Ouais, c'est cohérent, ça vient avec, là. exactement, c'est ça. C'est Puis tellement lié. Hein. C'est fait fou, que, mais c'est ça. Puis, évidemment, on revenait avec je trouve que c'est une cassette sur laquelle on ne met pas assez d'importance, là, mais on parlait d'anxiété puis Ah, Mhm. ouais. que c'est plus présent que jamais. Mais, fait que c'est ça. Non, je trouvais ça intéressant. Puis moi aussi, ben, moi, c'est surtout, en tout cas, depuis que j'étais en camp de jour, là, c'est vraiment comment les moniteurs s'expriment, puis sur leurs problèmes, puis comment on va régler des trucs qui se vivent aussi à la maison, mais à quel point mon staff, ou même moi ou mon DG qui est plus vieux que moi, qui a une plus grande expérience de vie, ben, en tout cas, plus grande expérience Différent. différente, c'est ça. On fait face à des situations ou à des discussions qu'il y a 10 ans, je n'avais pas dans mon camp de vac, là, à Trois-Saumons, exemple. Ça a Ouais. complètement changé. Ouais. On bon, donne des ben, formations sur l'anxiété chez nous, qu'on ne faisait pas ça il y a 5 ans. Là. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, que je parlais de formation, ça a un lien directement avec la santé et tout ça. C'est qu'il faut s'adapter, tu sais. Et je pense que les camps l'ont fait, tu sais. Puis ça aussi, on revient au sujet de tantôt. Ça, il faut faire connaître ça aux gens. Ouais. On n'est pas juste là pour, hey, on va vous montrer 5 jeux, vous allez faire ça avec vos Exact. jeunes. Là. Ouais. Ah, c'est non, tellement mais vrai, Yannick. dans la formation, il y a l'aspect prévention aussi qui mène à une certaine sécurité. Donc, je Mhm. veux dire, rendu là, je pense qu'on a un carré d'as par rapport à ça parce que moi, honnêtement, c'est toujours l'humain qui est au centre de mes actions, là, dans le sens où ce que pour moi, c'est l'aspect le plus, le plus majeur, surtout quand je pense de santé mentale, on ne se le cachera pas. Des fois, il y a des gens, ben, en fait, des fois, il y a des gens, il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent, qui travaillent chez nous, puis ça leur fait réaliser des choses de travailler avec des jeunes. Je veux dire, dans des épisodes un petit peu tragiques, il y a des gens qui ont été en dépression post-été parce qu'ils n'avaient pas nécessairement vécu ça, autant d'amour instantané dans un milieu de travail. Puis honnêtement, c'est v'là 10 ans là, que ça s'est passé. Là. Nous, on a eu malheureusement un animateur qui s'est suicidé par la suite au camp. Puis cette personne-là, honnêtement, c'était la personne la moins expressive de ce qu'elle vivait à l'intérieur de sa vie à elle. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'accompagnement versus les sentiments, la santé mentale, l'anxiété ou bien même des comportements à nature sexuelle déplacés, bien, à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment une marge d'avance sur ce qui était dans le passé. Juste par rapport aux contacts humains qui sont pas mal plus présents, qui sont plus soutenus par rapport à l'anxiété, qui est quelque chose que j'ai l'impression qui était peut-être un petit peu plus abstrait avant, l'anxiété. C'est intéressant ce que l'on discute là. Puis si vous me permettez, j'inverserai les rôles. J'aurais une question à vous poser. Ah ben oui. Parfait. En tant que gestionnaire de camp, si vous aviez à choisir, à mettre en valeur votre organisation, est-ce que l'axe éducatif primerait ou ce serait l'axe amusement qui primerait? Écoute, ben, moi, de mon côté, je pense que pour être vraiment honnête, je serais plus du côté de l'amusement. Dans le sens où, si je voulais à ce moment-là être vraiment plus dans l'axe éducatif, je pense qu'à ce moment-là, je m'informerais plus du côté nature, par exemple. Mais du côté amusement, c'est moi, je vois le moyen de faire juste en sorte que les gens soient plus dans comment aller chercher justement cet apaisement-là en nature, comment avoir du plaisir en famille puis de se rassembler. Je pense que ça primerait sur le côté éducatif. Mais moi,
quand je suis animé par un groupe, par un animateur, moi, j'aime beaucoup apprendre de choses. Fait que ce que j'ai le goût, moi, versus ce que je serais meilleur, c'est quand même différent, je pense. Guillaume? Ben, moi, je pense que j'irais avec le loisir mais mon sous-texte serait éducatif. Dans le sens où je vendrais mon loisir, je vendrais que ça serait plaisant, mais on en a parlé en début d'épisode. C'est un peu quétaine, là, mais moi, les deux vont ensemble. Oui. Ouais, moi aussi, dans un certain sens. Les deux vont ensemble, mais mon front de camp serait le plaisir. Mais mes messages subliminaux, mes messages subliminaux seraient reliés à l'éducation parce que à travers, puis à Keno, vous l'avez vendu comme ça aussi, dans le sens où dans les défis que tu vas faire face à la nature, tout ça, il y a quelque chose qui va ressortir, ça serait ça mes messages. Puis dans le fond, au bout de ça serait éducatif, tu sais. Versus, tu vas apprendre des choses. Non, je pense que j'irais vraiment dans le loisir parce que je veux quand même que les gens soient convaincus. Je pense que c'est plus facile de leur vendre un cadre différent, unique par le loisir que par l'éducatif. Yannick, tu as chaîne du bonnet, j'imagine que tu vas dans le même sens? En fait, ma réponse était, c'est comme un twist, l'un va pas sans l'autre. Ouais. Mais la réponse malheureuse, je te dirais, c'est que l'éducation, ça se vend moins bien. Oui. Donc, comment tu vendrais ça? Peut-être par le plaisir, mais moi, j'ai le défi de vendre que c'est éducatif et vous allez avoir du plaisir. Mais le problème, c'est que c'est moins vendeur au départ. C'est notre challenge de mettre ça. Puis, ça revient un peu à notre discussion parce que si j'ai osé aller dans cette voie-là, c'est parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Parce que c'est un éternel débat. Sincèrement, depuis 3 ans, j'ai une tendance inverse à la vôtre, dans le sens qu'on a un enjeu de se faire connaître sur les valeurs. Alors, regardez, mettez à rebours tout ce que l'on a discuté depuis l'heure qu'on est ensemble, c'est des facteurs humains, de développement de la personne. C'est tous ces éléments-là. L'amusement, il est comme intrinsèque, il est comme imbriqué dedans. Parce qu'il vient tout seul. Il vient tout seul. C'est pour ça que moi, je me pose la question, si on veut interpeller des gens sur la nature même de ce que c'est, avec l'enjeu qu'on est perçu comme étant des lieux d'amusement, donc qui n'a pas le message fondamental qu'on voudrait avoir. Je rejoins ce qu'Yannick disait, ce que vous avez dit, vous autres aussi. La difficulté, c'est que c'est moins vendeur. Mais il faut peut-être trouver des façons de bien le vendre. Moi, ça remonte à plusieurs années, là, mais je me souviens, Tim Hortons avait quand même des teasers promotionnels qui étaient assez interpellants du point de vue de l'impact, de l'effet quant. Puis on le voit dans le Canada anglais aussi, ils sont plus audacieux, plus présents par rapport à ça. Peut-être que la culture anglophone américaine ou bien canadienne-anglaise a cette fibre-là mieux sentie. Le Québec, plus latin, peut-être moins, mais je suis encore dans l'interrogation, mais avec une tendance inverse. Mais naturellement, avec un très grand background d'amusement. Et je mets en premier ce que l'on veut faire. Tu as tout à fait raison. On ne s'assume pas et on devrait. Parce que ce qu'on fait tout d'abord, c'est de l'éducation. Oui. Mais on a notre carte qui est toujours... Non, mais ça va être le fun. C'est comme si on a peur de dire quelque part parce qu'on a peur que le message ne soit pas bon ou bien qu'il ne soit pas bien coloré, alors qu'on est sûr que l'amusement, on en a toujours eu. Mais vous ouvrez... Là, on pourrait partir là-dessus pendant 4 heures, mais vous ouvrez une porte, là, une affaire que je me suis toujours questionné. Tu sais, il y a eu l'avènement dans les camps de jours aussi, camps de vacances principalement, de quand on a commencé à vendre plein de programmes. Tu sais, en ce moment, là, les camps de vacances qui se vendent, là, quand ils font leur promo, c'est on a ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Mais je pense que là, on s'est égaré. Oui. Dans ces choix-là. J'en ai parlé dans ma conférence de ça, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que, mais tu peux t'assumer mais assume-toi. Mais ça devient des outils. C'est des outils pour amener les gens à aller plus loin au niveau personnel.
Sinon, on fait la même chose que tout le monde, simplement prendre une planche, prendre un kayak, puis aller apprendre comment ça marche, puis virer à l'envers, puis s'amuser. C'est n'importe quel club med ou bien hôtel de plein air va faire ça. Là. Mais, Ben- tu sais, après ça, je te laisse aller, Garnotte, là, Il n'y mais a pas de tu sais, stress. la force de la plupart des camps de vacances, c'est leurs traditions qui ne sont pas connues. Tu sais, les camps de vacances ont des traditions fortes qui fait que les enfants reviennent. Il y a des symboles, des legs, des systèmes d'émulation forts, mais ça, on ne les vend pas parce qu'on attend que l'enfant soit au camp. Puis une fois qu'il arrive au camp, yes, on l'a accroché. Tu vas avoir un totem, tu vas avoir des billes, tu vas avoir des plumes, puis là, il va capoter. Mais ça, c'est jamais. Ouais, mais ça, c'est le moyen. Moi, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est la raison pour laquelle on a ça. Exact, oui, ben, je te rejoins. Ben, en fait, c'est de trouver des raisons à ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire, Ouais. si on fait juste jouer pour jouer, ben rendu là, en quoi on est différent des autres endroits où ce qu'on joue. Mais on Fait se que, vend tu sais, tout comme ça, par exemple. Oui, En exactement. partie. L'éducation n'est pas loin, on l'a dit derrière. C'est pour ça que je Ouais. provoquais tantôt. Je me sens provoqué. Oui, c'est parfait. Mais dans le fond, c'est un peu ce que Yannick disait aussi en début, quand il disait ce qu'il aime, c'est pouvoir provoquer dans le sens. Bien, c'est vous autres qui le décriviez un peu comme ça. Mhm. C'est de rien prendre pour acquis, puis se poser des questions fondamentales qui nous amènent à être meilleurs ou à aller plus loin. Ça a fait partie de mon courant de vie tout le temps. Mais je la repose encore, cette question-là. Qu'est-ce qui est mieux pour nous-mêmes et pour les gens si on veut bénéficier d'une reconnaissance et d'un intérêt collectif? Je pense qu'on a du chemin à faire là-dessus si À justement on réfléchir. veut. Tu sais, je pense qu'on a de l'intérêt à vraiment comme penser à ça, ce concept-là, pour un jour espérer d'avoir la position qu'on veut avoir aux yeux de tout le monde. Je veux dire, rendu là, si justement on veut être considéré par monsieur, madame, tout le monde, que les gens regardent les camps et font comme « Oh, wow, quel endroit d'éducation, d'autonomie! » Je veux dire, rendu là, on va l'avoir atteint, notre but, si monsieur, madame, tout le monde sont capables de mettre des mots sur ce qu'on vit dans les camps sans l'avoir vécu. Puis En pour- fait, c'est d'en arriver, excuse Yannick, rapidement, c'est d'en arriver à ce que les gens sentent que c'est nécessaire pour Mhm. faire vivre une expérience camp. Parce qu'il y a un effet sur ce que l'enfant va devenir. Pour répondre à la question de Guillaume, je pense effectivement que les camps se sont égarés un peu en proposant une multitude de programmes. Et donc, quand tu y pensais, l'essence était la même. Tu sais. Est-ce qu'on demande au cuisinier d'être un menuisier en même temps qu'être un... tu sais, à un moment donné, c'est quoi nos forces? On va se concentrer sur nos forces puis on va le rendre ça encore meilleur. Mais effectivement, je pense qu'il y a un courant, on s'est dilué un peu, mais de plus en plus, je pense qu'on revient à l'essence. Oui. On ne serait pas en train de discuter de ça si on n'est pas en train de le mettre comme important. Mhm. Ça ne date pas d'hier. C'est tellement enrichissant, en tout cas. On a tellement passé du coq à l'âne, on a tellement jasé de sujets différents, mais c'est la beauté, je pense, de ce qu'on veut offrir comme contenu. Des gens inspirants qui parlent avec leur trip et qu'on les sent, là, la passion là, de faire ce qu'ils font dans la vie. Merci. Ben, super. Écoute, on est qui on est, hein, Yannick? Et vous autres aussi, les gars, là, ça se sent, c'est partagé. Tu sais, François, je pense que pour vrai, on s'était parlé peut-être une ou deux fois, gros max. Là. Moi, peut-être. je veux dire, dans ce cas-là, mais là, j'ai l'impression de t'avoir pas mal plus connu comme ça. Ben Non, oui. Yannick, c'est ça. Je te connais. Je t'enverrai pas d'émoticônes puis de. Non? Ah, moi dire, hey, il faut que je te jase. OK, parfait. C'est bien parfait. Ça. Ben, gros merci, messieurs, pour le temps. C'est super apprécié. Vraiment, un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Écoute, je vous lance un défi, les boys. J'aime tellement votre émission et votre concept que ce serait bien qu'au congrès, là, il y ait un live 3 heures. On y a déjà pensé. Oui, yes. Oui, On y a déjà pensé. c'est déjà prévu. Nice. C'est donc bien cool. Ouais. Ça va, Faut juste qu'il y ait un congrès, par exemple. C'est ça. ouais. Ça va peut-être être une émission de début de saison parce qu'en fait, on vous l'annonce aujourd'hui, vous êtes le dernier épisode de notre saison 1. OK. Et après ça, dans le fond, nous, on va vraiment, pas nécessairement revisiter le concept, mais peut-être qu'on va le faire en présentiel, Guillaume et moi. Puis que, dans le fond, en tout cas, on a quelques projets derrière la cravate. Là, on ne veut pas tout dévoiler aujourd'hui. Ouais, puis surtout que. Ouais, vas-y. Ben non, mais c'est ça. Ben surtout que ça s'est fait vite. On s'est parlé, on a eu l'idée, puis on a commencé, mais on prendre le temps de s'asseoir puis de voir où est-ce qu'on s'en va pour les prochains. Là, ouais.
C'est beau. En tout cas, vous faites quelque chose de vraiment très bien, les boys. Eh bien, merci. Un gros Merci merci. beaucoup, messieurs. Fait que vous pouvez quitter la conversation, Ça en marche. fait, là, quand vous voulez, avec François, on va conclure. Ce sera un plaisir de vous revoir bientôt. Ouais, un gros merci. Salut Yannick! Yes. Wow. Hey, non, mais c'est donc bien plaisant, jaser avec ces deux personnes-là. Ah, En mais même- Vas-y. Non, mais en même temps, les deux, tu sais, t'as Yannick vraiment comme dynamique, ça, puis t'as François comme dans son siège. Ah ouais, puis no joke, je l'ai pas dit avant, là, mais François, tu sais, moi, je suis comme Star Trek. Genre, comment tu dis ça? Tu sais, quand tu vois une vedette, là, puis t'es genre amazed par la... T'es genre... c'est ça. Mais je pense que toi, moi et Yannick, on buvait les paroles de François à certains Non, moments. mais c'est ça. Puis, non, c'est ça. C'était super intéressant. Puis, je pense qu'on est allé chercher vraiment ce qu'on voulait dans cet épisode. Puis comme honnêtement, merci à tous de nous Ouais, suivre. vraiment. Parce que, je veux dire, on le ferait pour le plaisir, mais de voir des gens qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils apprécient ce qu'on fait, bien, c'est doublement plaisant, bien honnêtement. On vous revient plus tard, je vous dirais peut-être début octobre, autour de ça. On va également prendre le temps de se rencontrer, Guillaume et moi, en vraie personne. Ouais. On n'a jamais fait ça. C'est jamais vu encore. C'est ça, exact. Puis, tu sais, aussi, on l'a nommé fin de la saison 1, mais si jamais vous écoutez et vous voulez participer, soyez pas timide, écrivez-nous. On veut vraiment donner la possibilité au plus de camps possible de se faire voir. Puis, inquiétez-vous pas pour le choix du thème, on n'en manquera pas. Des fois, n'hésitez pas. Là. Fait n'hésitez pas à nous écrire aussi à l'adresse courriel qui est dans la description là, pour participer à une prochaine saison. Puis François, ça fut un véritable... On se le dit à chaque fin d'épisode, là, mais ça fut un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est tout le temps super plaisant. Puis on vous revient en forme, c'est sûr, à 100%. Yes. Même que je vais avoir un nouvel emploi, fait que je vais être vraiment là, dans les vagues. Parfait. Ben, merci tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Bye!